bienvenue à cette masterclass qu'on organise dans le cadre des masterclass musique et cinéma sur Le Tigre et le Président. Donc moi je suis le responsable des événements professionnels du festival, mais aussi le producteur du film. Donc, merci à Perrine Kennesson qui va animer cette discussion. Mathieu Blambolet, le compositeur qui est maintenant presque un habitué des Arcs, la 3e fois je crois, qu'on est très heureux d'avoir, et Jean-Marc Perfit, le réalisateur du film. Donc ils vont vous parler en particulier du travail autour de la musique, qui était un aspect particulièrement important pour ce film, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup Jérémy. Donc même plus besoin de faire les présentations, il les a faites, c'est ça qui est formidable. Donc on est là évidemment pour parler du Tigre et le Président et du rapport à la musique. Mais avant d'entrer dans la musique, je pense qu'il serait pas mal de remettre un petit peu, de s'intéresser déjà à l'idée du film, d'où elle vient, parce que, est-ce que tout le monde voit un petit peu de quoi ça parle le Tigre et le Président? Oui, non, très bien. Et ben je crois que tu vas nous faire un petit résumé, hein, en fait, Jean-Marc. Il faut l'allumer. On peut commencer par un petit sondage. Est-ce que vous connaissez Paul Deschanel, le président de la République, en 1920 ? Est-ce qu'il... Alors, non, osez, parce que moi, je ne savais pas qui était Paul Deschanel, donc osez dire si vous connaissiez. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on ne l'étudie pas à l'école. Enfin, dites-moi où j'ai vraiment pas écouté à l'école, mais je n'ai jamais entendu parler de Paul Deschanel. Non, très peu de gens ont entendu parler de lui, ou alors il a laissé une trace dans l'histoire, malheureusement pas très glorieuse, c'est qu'il est tombé du train. Il est tombé d'un train qui l'emmenait du côté de Montargis, et il est resté 3 jours chez un garde-barrière alors que toute la France le cherchait. Un président un peu poétique, au tout début des années folles. Éric Satie avait écrit sur lui que les années folles ont commencé à l'instant précis où le président Paul Deschanel est tombé du train. C'est un président qui a donc été couvert de ridicule, toute sa postérité a été couverte de ridicule, et bizarrement moi je suis rentré sur ce personnage pas tellement par la mémoire qu'il avait laissée, mais par il avait pris une seule décision qui était un petit peu originale, c'est-à-dire qu'à l'époque, juste après la Première Guerre mondiale, où il y avait eu, à cause des obus, des nouvelles blessures, des gens qu'on appelait les gueules cassées, qui s'étaient formés en association et qui avaient pour beaucoup été défigurés, la France leur avait donné, et c'est assez original comme décision, un lieu à Moussy-le-Vieux, juste à côté de Roissy, un lieu où ils pouvaient se cacher du regard des autres parce que le regard des autres leur était devenu insupportable. Et ils étaient complètement en autarcie avec une ferme et tout ça. Et il se trouve que bien longtemps après 1920, mon papa avait été blessé en Algérie. Il était gueule cassée. Et quand on dînait dans le réfectoire, il y avait un buste de Paul Deschanel qui les avait beaucoup aidés, qui leur avait donné aussi la loterie nationale pour les aider à vivre. Et quand je demandais qui c'était, tout le monde se mettait à rire. Et je me souviens de cette émotion mélangée. Je comprenais pas, j'étais petit garçon, je comprenais pas comment quelqu'un qui avait un buste quelque part, on pouvait se moquer de lui. Et ça a été un point de départ. On m'a offert des discours et j'ai découvert un homme politique beaucoup plus intéressant que le seul ridicule dont on l'avait affublé pour la chute du train. Et j'ai découvert un homme de lettres, un homme avec des idées ultra avant-gardistes, qui voulait le vote des femmes, l'abolition de la peine de mort, qui voulait l'instauration d'un code du travail, qui voulait le revenu universel, qui voulait aussi faire une seule ville de Le Havre à Paris, qui avait de grandes idées et qui s'est fait broyer par la machine politique. Et c'était un peu le point de départ de ce film. Et la machine politique a été incarnée par le cruel Clémenceau, que Paul Deschanel avait eu le malheur de battre à l'élection présidentielle en 1920, et qui avait un peu provoqué la chute de Paul Deschanel, puisqu'il démissionna 7 mois plus tard, sans avoir fait grand-chose, à part proposer des idées. Et le film se propose de retracer cet événement très, très court et un peu très poétique, puisqu'il n'a servi à rien, puisqu'il n'y a eu aucune décision qui a été prise, mais au moins les idées étaient belles, et je me disais que c'était un beau personnage à suivre. Juste, je me disais qu'on pouvait peut-être passer la bande-annonce pour ceux qui ne l'ont pas vue. Si, on Georges Clémenceau, candidat à la... Elle nous crie dessus, cette bande-annonce, c'est ça le... Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République. Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Milran? Monsieur Clémenceau, vous avez gagné la guerre, laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai, vous êtes fini.
Monsieur le Président. Je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes. Et aujourd'hui, le ravi de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6 ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. À quoi bon dépouiller le double de bulletins pour obtenir le même résultat? Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais excepté dans quel cas? Aucun cas. Ah, les idées saugrenues, j'en ai eu, hein. Tellement absorbé par l'écriture de son grand discours qu'il en oublie totalement ce qu'il fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Étienne Rado, reine d'Angleterre. Disparu. Volatilisé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Vous êtes beau joueur. Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'élection. Votre discours, le pays retient son souffle. J'y travaille, j'y travaille. C'est pas tous les jours facile de changer la France. Non, c'est vrai que la bande-annonce donne une bonne idée de ce qu'est le film et même de la tonalité de ce qu'est le film aussi. C'est-à-dire, il y a quelque chose de assez drôle, assez drôlatique avec ce personnage de Deschanel, avec le personnage de Clémenceau aussi. Et en même temps, c'est vrai ce que tu disais sur le côté, il avait des idées très en avance sur son temps. Oui. Et ça, il y a quelque chose d'assez mélancolique de dire, déjà dans les années 20, on avait des super idées. Bon, bah, ça a mis un peu plus de temps à arriver et c'est pas encore tout à fait là. Mais quel est le rapport en fait vraiment entre l'histoire pure et dure de Deschanel et le fait d'en faire une fiction comme ça avec ces deux opposés, ces deux forces contraires que sont Clémenceau et Deschanel? Comment on transforme l'histoire en fiction? On commence par faire beaucoup de recherches historiques pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et puis là, on s'aperçoit très vite que, par exemple, sur les 3 biographies qui existent de Paul Deschanel, d'un même événement, il y a 3 versions différentes. Donc on s'aperçoit très vite que la fantaisie, la fabulation tourne autour de cette histoire, quoi, et qu'il y a la rumeur publique aussi qui avait été beaucoup lancée par Clémenceau, qui dirigeait des journaux, qui était ancien directeur de journaux et qui s'amusait à couvrir de son adversaire de ridicule. Et du coup, on s'est aperçu, même Georges Clémenceau a remis en scène des images de lui dans les tranchées. On ne dit pas qu'il n'y est pas allé, mais c'est juste qu'il a eu la clairvoyance de savoir qu'il y avait vraiment l'image filmée avait une vraie importance, et donc il a remis en scène des images que pour nous, on a pris toujours pour la réalité. Donc la réalité est un petit peu vacillante dans cette histoire, et c'est pour ça qu'on s'est permis, parce que c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup reproché de pas avoir suivi exactement l'histoire. Mais on s'est permis de faire une fantaisie historique sur ce personnage qui nous a inspiré, et puis ça nous amène directement, très, très simplement à la musique, parce qu'on voulait faire quelque chose, on voulait décrire un personnage extrêmement moderne, en avance sur son temps, qui avait une vision à 40 ou 50 ans à l'avance, et on voulait que ça se traduise, et même ça se voyait dans la rivalité, ça se voyait au niveau de leurs amitiés. Clémenceau était très, très proche de Monet, alors que Deschanel était proche d'Éric Satie. Il y a un événement qu'on n'a pas pu mettre dans le film, mais comme en 1920 déjà Paul Deschanel avait un peu la prescience de comprendre ce qu'était l'opinion publique, après le ridicule dont on l'a affublé après la chute du train, il a voulu essayer de retourner l'opinion publique en faisant un spectacle qui malheureusement n'a jamais eu lieu, qui était prévu pour être au Moulin Rouge avec Éric Satie au piano, et lui qui aurait joué en pyjama en faisant des sortes d'arabesques dont Éric Satie avait le secret. Donc voilà, malheureusement il n'y a eu que des répétitions, le spectacle n'a pas eu lieu. Ce serait dommage d'avoir un président au Moulin Rouge en train de danser. Et donc voilà, on a essayé de s'inspirer de ça. On a écouté beaucoup de choses au début. Tu m'as envoyé beaucoup de musique. On va faire dans l'ordre, mais alors de l'enthousiasme, c'est ça qui est bien. Mais c'est vraiment l'image du film. Avant toute chose, déjà, Mathieu, avant de parler de ce que vous êtes envoyé, comment es-tu arrivé sur le projet, sur le film? À quel moment de la production du film
es-tu arrivé? Alors je suis arrivé, finalement j'étais au courant de ce tournage très en amont, puisque c'est Jérémy qui m'avait parlé du film. Il m'avait parlé de Jean-Marc, qui m'avait dit j'ai un réalisateur qui fait un film sur Paul Deschanel, c'est un président qui est tombé du train. Alors j'étais un peu comme vous, je connaissais pas du tout l'histoire. Et donc il m'a raconté un petit peu, il m'a pitché le film, et je trouvais ça assez original et excitant. En tout cas, ça évoque plein de choses musicalement. Ça, il m'en avait parlé bien en amont, quoi. Donc il m'a dit écoute, quand le film se fera, je t'appellerai. Et le film s'est fait. Donc je crois que c'était, il me semble, vous aviez déjà tourné, je crois. Hein. Enfin, quand on s'est rencontrés, c'est pendant le montage. Donc j'ai rencontré Jean-Marc. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à collaborer. Donc j'ai tout de suite eu un super feeling avec Jean-Marc. Et on était assez raccord sur la vision musicale, je crois, du film. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais vu évidemment quelques images, un premier montage, on va dire. Et ce qui se passe assez souvent quand on travaille avec des réalisateurs ou des monteurs, les monteurs mettent beaucoup de musique temporaire. Et là, c'était pas le cas. En fait, finalement, vous n'aviez pas tant mis de musique. Bon, il y a quelque chose là, comme on a pu entendre de Saint-Saëns, il y a des choses classiques, disons, qui sont restées. Il y avait du Brahms, des choses comme ça, mais il n'y avait pas une vraie. Vous n'aviez pas encore réfléchi à une identité, une couleur musicale. Et donc on a commencé à en parler, donc on s'est fait écouter des choses. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est qu'il y avait. Donc évidemment, on parle des années folles. Donc il fallait quand même suggérer ça d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que musicalement, j'avais quand même envie d'être dans des références. Tu parlais de Satie ou Darius Milhaud, ou tout ce côté très français, disons l'école française de cette période-là, et pour autant pas être stigmatisé et bloqué là-dedans, et essayer d'en faire quelque chose d'assez moderne, puisque Paul Deschanel a des idées en avance sur son temps. Et donc l'idée, c'était d'avoir de la modernité, mais pas forcément sans forcément, par exemple, de ne pas mettre de la musique électro. C'est pas forcément dans l'instrumentation, mais c'était plus dans le rapport à l'écriture. C'est-à-dire que, ça on pourra en parler en détail, mais il y a pas mal de mesures composées, il y a des choses qui sont un petit peu... qui cassent un petit peu les codes. Je m'inspire aussi, je me suis inspiré là on verra pas sur ces séquences, mais notamment toutes les images d'archives, je me suis inspiré de la musique répétitive qu'on trouve bien après, à partir des années 70. Donc finalement, dans les années 20, on n'avait pas particulièrement cette esthétique de musique, mais j'ai essayé de mélanger plein de styles comme ça, et avec des mélanges de timbres aussi un peu inattendus. Par exemple, l'idée, c'était de faire une musique chambriste. Ça, c'était mon postulat de départ. Je voulais vraiment garder l'intimité du personnage. Donc dans la couleur des instruments, je suis parti vraiment sur un quatuor avec une contrebasse, donc un quintet, piano, accordéon et des bois. Donc il y a aussi de la harpe, clarinette et tout ça. Mais et au même titre, c'est ce qu'on s'était dit, c'est au même titre qu'il y a de l'humanité en Paul Deschanel. On avait envie de garder ça aussi dans la production de la musique. C'est-à-dire qu'on a tous enregistré en même temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous connaissez un petit peu les façons de produire la musique de film, souvent il nous arrive d'enregistrer séparément des instruments, c'est-à-dire on va enregistrer un côté, le piano, l'orchestre, tout ça, et ça donne quelque chose... à mon sens, qui peut être assez parfois un peu lisse et dénué d'âme, et là l'envie c'était de renouer aux sources, c'est-à-dire aux interprètes, et qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on enregistre la musique. On a presque évité d'enregistrer au clic, mais à un moment donné ça reste de la musique de film, donc on est quand même contraint par l'image, et donc obligé de garder un minimum de synchro, mais voilà. Je suis parti un peu loin là. Mais non, mais c'était très clair, surtout l'idée en tout cas de quelque chose d'assez intime. Chambriste, c'est un mot que je ne connaissais pas, j'ai appris un mot. Mais avant de parler de vraiment la musique du film, vous l'aviez dit, vous êtes échangés tous les deux des musiques pour montrer un petit peu, donner une couleur, se dire tiens, vers quoi j'ai envie de tendre. Est-ce que je crois que c'est Mathieu qui détient la playlist. Oui, parce qu'en fait tu m'avais fait. Alors toi tu m'avais parlé, c'est ça, hein. Ouais. Tu m'avais parlé, voilà, je sais pas si on entend.
En Ça, gros, c'est quoi par exemple? Alors ça c'est ce qui connaît mieux que moi. Ça vient de la bande, la bande originale Babylone Berlin. Voilà, et ça c'était une de ses références. Et ce à quoi, c'est pour ça que je disais qu'on était raccord, parce que moi je dis mais effectivement, finalement amener de la modernité, bon vous connaissez peut-être pas, mais par exemple moi ça m'a fait penser à ça. Qui utilise des instruments finalement acoustiques, mais tout en faisant quelque chose de moderne. Donc il y avait cette notion, il y avait cette direction-là. Et ensuite, on a aussi évoqué, moi je lui ai fait toute une playlist, par exemple, voilà, du Webern. Voilà, ça c'est du Webern. Après on avait du Guillaume Connaisson, que moi que j'adore. Voilà, ce genre de choses, en fait, de couleurs finalement. Donc on restait quand même dans quelque chose qui est très acoustique et chambriste, donc avec peu d'instruments, mais dans une écriture un peu, voilà, un peu moderne. Donc on est parti de là, de ce postulat. Moi, ce que je voulais au départ, en fait, dans notre collaboration avec Mathieu, c'est que moi j'aime beaucoup la musique, mais je n'ai absolument aucune connaissance. Et j'adore le travail de Mathieu, que j'avais la chance de connaître sur d'autres films avant, avec des gens qui avaient collaboré avec lui. Et ce qui était important pour le film, c'est qu'il y avait une grande liberté qui se sente dans la composition de la musique, parce que c'est quelque chose que je voulais dans le film, c'est qu'il embrasse énormément de couleurs en termes de mise en scène, qu'on passe de la tragédie au burlesque, en passant par la comédie, le truc boulevardier jusqu'au drame le plus total. Donc traverser toutes ces émotions, je pense que la musique traverse aussi plein d'émotions et de couleurs. Donc je voulais vraiment qu'il y ait une liberté, et ne connaissant pas grand chose à la musique, j'étais très heureux de toutes ces propositions, parce que je trouvais que c'était des couleurs fortes et qui m'allaient très bien, moi. Oui, c'est ça. Et finalement, moi, quand on compose de la musique, c'est bien de se mettre des contraintes, parce qu'on pourrait faire tout et n'importe quoi. Et donc là, je me suis posé dès le départ la contrainte d'une petite formation. Donc, comme je disais, chambriste avec peu d'instruments. Et partant de là, j'ai commencé à regarder, à faire ce qu'on appelle le spotting, à regarder le film. Et finalement, c'est paru assez... ça nous a paru assez évident qu'il fallait différents thèmes, c'est-à-dire qu'il fallait le thème de Paul Deschanel, donc qui est le personnage principal, le thème de Clémenceau. Il y avait aussi toute une couleur, d'ailleurs, qui se rapproche un petit peu de ce que je vous ai fait écouter de Webern. C'est un peu plus atonal comme ça, c'est toute la couleur du Véronal, c'est-à-dire dans l'histoire, c'est un... Tu sauras mieux l'expliquer, mais c'est un médicament qu'il prend et qui le rend un peu fou, on va dire. Et musicalement, il fallait exprimer ça, donc il y avait un peu cette couleur-là. Et le thème de l'éloquence, qu'on a appelé l'éloquence, qui finalement découle du thème de Clémenceau. Enfin, j'ai utilisé une petite partie du thème de Clémenceau pour en faire un thème un peu à proprement parler, quoi, le thème de l'éloquence. Et finalement, sentant la liberté chez Jean-Marc, enfin en tout cas, il me bridait pas du tout. C'est-à-dire qu'il avait qu'une envie, c'est que je compose des choses et que je propose. Je sais pas, je me sentais vraiment en confiance, et ça m'a tout de suite donné envie de me mettre au travail. Et la première, je crois que c'est les premiers thèmes que je t'ai proposés. Enfin, on a validé ce thème. C'est venu très 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 naturel, finalement. C'est sur la première séquence, en fait, qu'on va vous montrer, qui était la séquence d'ouverture, et qui apparaissait comme, disons, le bon emplacement pour exposer le thème de Paul Deschanel. Et là, on peut oui, en fait, l'idée, c'est qu'on peut peut-être... on peut regarder la séquence. On peut regarder la séquence déjà sans musique. Et après, on va avoir ton chemin de pensée. La grande histoire est impitoyable et ne garde souvent qu'un souvenir moqueur des événements les plus poétiques.
Car si, ce petit matin-là, Étienne Radaud, le garde-barrière qui poussait sur sa draisine, n'était pas vraiment la reine d'Angleterre, Paul Deschanel, lui, était bel et bien le chef de l'État. Mais en tombant ainsi d'un train au milieu de nulle part, le président Deschanel n'allait-il pas, à son corps défendant, laisser qu'une seule et unique trace de lui dans l'histoire ? Donc voilà. Donc voilà, ça fait mal. l'ouverture, Ça on fait mal reçoit sans, ça, sans la musique, ça fait très mal. Bon courage. Waouh. Je suis désolé, en plus c'était moi la voix off. Mais voilà. très bien, hein. Très bien cette voix off. Mais c'est vrai que c'est un petit peu raide. Voilà. C'est un petit peu raide. Voilà, sans musique. Voilà. Donc là, dans la situation dans le film, donc on est au tout début du film, le garde-barrière vient de récupérer le président de la République et ne le croit absolument pas qu'il est président de la République. Donc l'idée, c'était d'étendre un petit peu ce moment au lever du jour d'incompréhension entre les deux hommes et faire une scène un petit peu contemplative comme ça, qui était le bon moment pour introduire donc ce thème de Deschanel. Ouais. Et peut-être pour vous donner un peu ce qui nous a beaucoup inspiré sur la manière dont parlait Paul Deschanel. Il était de l'Académie française, ses discours c'était des poèmes, il pouvait écrire des choses comme « Il faudrait même dans la langue de Corneille et d'Hugo des mots inconnus pour dire la souveraine beauté de voir la liberté couler à nouveau dans les rues et sur les joues de la France. Dans le monde nouveau qui naît, allons avec ce mot d'ordre, tout pour la vie, par la liberté et vers la justice. » Il disait des grands trucs comme ça. Donc Voilà. Des grands trucs. Moi, je trouve que c'est des grands trucs. C'est des grands trucs. Et donc il avait vraiment un phrasé. Et dans la rivalité, ça a été source d'inspiration. Il faisait ces longues phrases de l'Académie française qui étaient hyper bien balancées, qui font que ses discours sont un grand bonheur à lire. Et par opposition, Clémenceau, ça a été de la phrase acerbe, lapidaire, des petites phrases bien senties avec une très belle répartie. Et donc c'était aussi une opposition de style dans les dialogues, et c'est ça qui nous a servi de base. Oui, c'est vrai que finalement, quand on écrit un thème sur un personnage, on s'inspire avant tout des caractéristiques du personnage et aussi, mine de rien, de l'acteur qui les interprète, parce que je trouve que Gamblin est absolument incroyable dans ce film, et donc il est source d'inspiration. Et comme tu le disais, donc Deschanel, c'est quelqu'un qui a une fluidité, une délicatesse et une poésie. Voilà. Donc il fallait que la musique finalement retrace ça. Alors moi, en fait, j'avais envie de faire une mélodie finalement. Donc, l'idée, c'était quand même de faire quelque chose qui soit thématique, qu'on puisse reconnaître, et de partir donc du point d'une mélodie, mais qui tourne. Enfin, il y a quelque chose d'assez léger, parce que lui, même dans son interprétation en fait de Paul Deschanel, il est toujours. C'est pas qu'il est gauche, mais il est un petit peu il est très aérien. Donc en fait, le thème se devait d'être un petit peu aérien. Donc, du coup, j'ai. Tu veux nous montrer quelque chose, voilà. Alors, oui. Donc, finalement, le thème, la mélodie en tant que telle, c'était donc. Voilà, c'est une mélodie, mais finalement avec ces petites volutes, enfin ces petites il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu comment on dit, aérien. Et donc finalement ce thème-là, une fois qu'on a le thème, c'est un peu comme les fondements d'une maison. Enfin, après on peut l'arranger une fois qu'on a les harmonies, le thème, on peut l'arranger de plein de façons différentes. Donc voyant cette scène-là, il y avait là clairement il y a quand même il y a une notion de mouvement. Puisqu'ils avancent quand même sur une draisine, donc on pourrait pas exposer le thème. Attendez, je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà, je pourrais pas exposer le thème. Il faut quelque chose d'un peu plus, disons, qui avance. Et finalement, l'idée, c'était d'avoir. Ah oui, c'est dehors. Donc un petit accompagnement léger derrière, comme ça. Voilà, donc ça finalement ça donne la sensation d'avancer, quoi. Et voilà, et après le thème, donc j'ai choisi de mettre la clarinette pour le thème, parce que justement je trouve que ça lui correspond comme instrument, c'est assez doux, et donc ça fait
finalement, c'est une exposition assez classique. Il y a A, B, voilà, enfin, avec. Là, on est en suspens. Et en fait, il y a une deuxième partie du thème qui, finalement, amène quelque chose d'un poil plus moderne avec. Voilà, en fait, j'ai cassé un petit peu comment dire, rythmiquement pour éviter d'être toujours sur quelque chose de binaire. Et ça, je me suis dit que sur le plan large, ce serait intéressant d'avoir ce... Et après, on arrive... Après, j'ai utilisé en fait, ce motif sur toutes les images d'archives. Donc en fait, voilà, là, j'ai un peu tout le matériau de base. Et ce truc, ça m'a permis après de... Bon, on en parlera après peut-être, des variations. Ouais, mais de faire le thème de l'éloquence. Et là déjà, on peut peut-être regarder la même séquence, mais avec la musique. Donc avec la clarinette et avec la musique avec et avec des voitures derrière. La grande histoire est impitoyable. Elle ne garde souvent qu'un souvenir moqueur des événements les plus poétiques et des esprits les plus subtils. Car si ce petit matin-là, Étienne Radaud, le garde-barrière qui poussait sur sa draisine, n'était pas vraiment la reine d'Angleterre, Paul Deschanel, lui, était bel et bien le chef de l'État. En tombant de ce train au milieu de nulle part, le président Deschanel devait, à son corps défendant, laisser une piètre image de lui dans l'histoire. Voilà, avec musique rétablie. Oui. Et donc d'un seul coup, c'est un peu plus... C'est moins... c'est moins sévère, quoi. C'est moins sévère. C'est ça. C'est plus agréable. Donc là, on entend bien aussi le thème de Deschanel particulièrement, ce que tu expliquais, mais donc là, on va avoir d'autres extraits où c'est comment justement on modifie, c'est ça, ce thème, en fonction de... Bon, en fonction de ce qui est en train de se passer, d'ailleurs. Oui, effectivement. Bah, après, une fois qu'on a la mélodie, l'harmonie, on peut s'amuser à faire plein de choses avec. Finalement, c'est ça, c'est plein de petites variations. La variation qui vient après, c'est les gens le projeter. Ah oui, alors ça, c'est voilà. Finalement, ça c'est ce qu'on a appelé le thème de l'éloquence, parce que dans le thème à l'origine, il y a le, donc vous l'avez entendu là, le do ré mi fa, enfin, ce truc là. Mais il y a la deuxième partie, ça. Et en fait, ce côté répétitif, je trouvais que ça fonctionnait bien. Enfin, on en avait parlé pour finalement l'aspect, comment dire, l'aspect du discours chez Paul Deschanel, puisqu'il part de quelques phrases et il les développe, et il y a cette notion de mettre en place quelque chose, et cyclique. Et en fait, c'est pour ça que je suis parti de ce thème, la petite partie B, pour le thème de l'éloquence, qui fait, donc ça fait ça... Donc ça, c'est finalement, il y a un petit côté nostalgique, mais on a derrière quelque chose. Bon, il faudrait montrer la séquence, mais en fait, ça c'est une petite variation de. Donc voilà, c'était le manqué qui arrive ça. Voilà. Et
ça, on le retrouve finalement, ce truc de l'éloquence, on va le retrouver à pas mal d'endroits dans le film, quand il fait le discours, quand il voit les images des gens. Alors, on peut peut-être le regarder justement ce passage. Mais alors le passage directement avec la musique. Avec la musique. Avec la musique. La sincérité suffit-elle? Non. Mais sans elle, rien ne suffit. Notre devoir est de faire en sorte que ce peuple soit clairvoyant, et ce, en défendant l'école. Car c'est là que se prépare l'homme, le citoyen. Oh, c'est parfait, ça. C'est parfait, parfait. Mais c'est 25 secondes. Oui, c'est pas en 25 secondes que je vais changer le monde. Outil dans la main d'un autre homme. Le salarié et la salariée deviennent ainsi les copropriétaires de l'entreprise. Il faut des syndicats forts et puissants. Dans une phrase, comme dans la vie, tout est affaire d'équilibre. Le président cherchait l'harmonie parfaite entre la profondeur de ses idées, la clarté de leur formulation et la juste vibration de sa voix. Voilà. Donc voilà, c'était pour illustrer aussi donc une des principales quêtes de Paul Deschanel, qui était donc en tant que président de la République, s'est complètement autodétruit à vouloir écrire un discours qu'il n'a jamais réussi à finir parce qu'il voulait y mettre trop de choses et voilà. Il voulait le parfait discours. Il voulait le parfait discours, le mot. Il a écrit un bouquin qui s'appelait La parole en public, où il décortique, c'est quand même 200 pages, sur la manière de parler et dire le bon mot, la bonne vibration de la voix. C'est quelque chose que je vous conseille de lire et qui est assez formidable. Mais c'est vrai que c'est... Bon, alors après... Quand on a, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a un thème comme ça, on peut s'amuser vraiment avec... faire des variations et puis adapter ça à l'image, quoi. Et c'est ça un peu le principe de la musique de film finalement. Là je repense donc à l'autre séquence quand donc bon, tu disais qu'effectivement dans l'histoire il tombe du train et il se retrouve accueilli par un garde-barrière et là il découvre finalement que la vie peut être très cool et donc il y a quelque chose d'assez champêtre. Douce, en tout cas, il y a quelque chose d'une douceur qu'il n'a pas par ailleurs en tant que président, quoi. Voilà. Oui. Enfin, une douceur et une sincérité, parce que du coup il tombe chez un garde-barrière qui se bat avec le deuil du fils qui est disparu à la Première Guerre mondiale. Donc il se retrouve face à des vrais gens qui d'un coup ne le voient pas, n'arrivent pas à croire qu'ils sont présidents, une sorte de complexe de classe. Ils n'arrivent pas à se figurer qu'il puisse avoir que ça ait pu arriver que le président tombe d'un train et du coup le fait de ne pas être le président dans leurs yeux, c'est comme s'il perdait son costume de président qui était trop grand pour lui et pour la première fois il se sent bien et donc ça a permis à Mathieu de faire une voilà. L'idée c'est sur cette scène il y a quelque chose de remarque, on peut regarder la séquence sans musique et comme ça je vous montrerai un peu sur quoi je suis parti. Et je ne vous parle pas du huit reflets en velours taulé ou en soie. Rien à voir avec le Dellington ou le Clack. Alors vous allez vous y mettre, Rado, au haut de forme. C'est pas trop dans les coutumes de la corporation. Hein. Soyez un précurseur. Vous m'embêtez à la fin. Le garde-barrière, il a une casquette. Bah, c'est tout. Une casquette. Il dit ça pour t'aider. Ça fait du bien, le changement. Oui. La justice
se grandit et brille de tout son éclat à défendre les plus faibles. Pour protéger, elle fait intervenir l'État et construit une nation comme une équipe solidaire, équilibrant avec équité la liberté et la fraternité de notre devise. L'homme providentiel n'existe pas. Ce ne sont pas les présidents qui changent le monde. Non, ce sont les gens. Donc là, effectivement, bon, bah, c'est Paul Deschanel, donc il fallait que je reparte du thème. Donc le thème, si vous vous souvenez, donc c'est... Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un thème qui est dans une structure binaire, et je me suis dit que ce serait intéressant, finalement, sur cette scène, d'avoir quelque chose de beaucoup plus champêtre. Donc qui dit champêtre, pourquoi pas une petite valse Pourquoi alors... Parce qu'il y avait aussi alors pourquoi, je sais pas, inconsciemment, le côté musette un petit peu, c'est sympa, voilà, on boit du vin. Si on me posait la question, champêtre égale valse, non, alors c'est pas égal valse, mais il y avait quand même ce rapport, je trouvais un petit peu musette, mais alors sans tomber dans le cliché de l'accordéon, voilà, mais avec le piano, les quatuors, et alors ce qui donne finalement le thème en valse, dans une autre tonalité pour le coup, mais ça donne ça. Non, mais voilà, et en fait finalement ça fonctionnait bien comme ça, avec des petites côtés petites ritournelles, et avec voilà, on peut faire écouter, on peut le diffuser, mais c'est oui, la petite ritournelle, lui dans l'herbe, oui, ça marche voilà, très bien. Ça, voilà. Je ne vous parle pas du 8 reflets en velours taulé ou en soie. Rien à voir avec le Dellington ou le Clark. Alors vous allez vous y mettre, radeau ou haute forme. C'est pas trop dans les coutumes de la corporation. Hein. Soyez un précurseur. Vous m'embêtez à la fin. Le garde barrière, il a une casquette. C'est tout. Une casquette. Il dit ça pour t'aider. Ça fait du bien, le changement. Oui, la justice se grandit et brille de tout son éclat à défendre les plus faibles. Pour protéger, elle fait intervenir l'État et construit une nation comme une équipe solidaire, équilibrant avec équité la liberté et la fraternité de notre devise. L'homme providentiel n'existe pas. Ce ne sont pas les présidents qui changent le monde. Non, ce sont les gens. Donc on a entendu la petite la valse musette. Voilà, la petite valse derrière. Donc voilà, c'était pour cette scène-là, effectivement. Après, chaque scène a sa particularité, donc on s'amuse à faire des petites variations. Là, on a un prochain extrait aussi où on est encore autour de Paul Deschanel. Oui. Mais on passe sur un autre genre vraiment de musique, en fait, si j'ai bien compris. Avec l'aria. Ah oui, alors oui. Avec des feuilles qui s'envolent. Les feuilles qui s'envolent. Ça, d'ailleurs, il y a eu débat. Enfin, il y a eu débat. C'est-à-dire que, voyant la scène... Est-ce qu'on pourrait pas la regarder, la scène? On peut la regarder, et après et vous allez voir... Ouais, je vais montrer. Et après, on fait le débat. Confiance, sacrifice, morale, immortelle, leur vie. Flamme désintéressée, traité de Versailles, immorale, la victoire, leur vie. Paul, vous êtes là?
Messieurs, mais aidez-nous! Ramassez les feuilles! Allez, s'il vous plaît! Un peu de décence! Arrêtez de filmer, s'il vous plaît! Non! Voilà. Son musique, c'est presque brutiste. Hein. Enfin, il y a un truc, Bah oui. c'est- Ça, je pense que c'est bien de regarder comme ça des films sans musique. Oui. Non, mais c'est vrai que ça Ah bah, permet de se c'est rendre compte vraiment que- un autre rapport au film quand même. Ah ouais, C'est- complètement. Donc voilà. Non, mais quand je disais qu'il y a eu débat, enfin, il n'y a pas vraiment eu débat, mais c'est-à-dire que on s'était quand même posé la question. Tu te rappelles sur la sortie en fait des feuilles, enfin quand toutes les feuilles s'envolent. Bon, bah, ça reste comique au début. Et même Florent, le monteur, dit oui, mais il faut quelque chose un peu tonique. Alors on s'était même posé la question de voir si on n'allait pas faire quelque chose d'assez rythmique finalement. Sauf que c'était dur à raccorder avec tout le passage après quand c'est sur le ralenti, qui est beaucoup plus expressif. Et finalement, là, il fallait avoir quelque chose d'émouvant. Mhm. Et finalement, on est parti sur l'idée du thème de Paul Deschanel, mais dans une version un peu bel canto, un peu à la... parce que donc le thème, ça fait... et en fait, là, donc c'est... En fait, j'ai fait une variation un peu donc avec une voix et des cordes et ça donne un côté ultra dramatique. Moi, En même temps, c'est tragique cette scène. C'est tragique parce que, en fait, voilà, pour le coup, à ce moment-là, c'est toutes ces grandes idées sociales et tout ça qui sont en train de s'envoler, qu'on a essayé de symboliser par cette séquence. Et c'est un bon exemple aussi pour parler. Moi, je trouve que le burlesque, qui est quelque chose que j'adore, c'est toujours la coexistence tout le temps du comique et du tragique exactement à la même seconde en même temps. Donc je trouvais ça chouette que ce soit accompagné d'une belle musique tragique. Tragique. Et on s'est basé sur des extraits de discours de Paul Deschanel Écrit en latin. Il écrivait en latin. Et donc on a été pioché. Jean-Marc nous a envoyé des extraits et voilà, donc c'est une sorte d'aria un peu avec le thème de Paul Deschanel. Voilà, et donc avec des morceaux de phrases en latin, en latin, en fait, discours. En fait, dans son bouquin La parole en public, là dont je parlais tout à l'heure, et les titres de ces paragraphes étaient en latin. Et notamment le dernier, qui est un petit appendice qu'il a écrit juste après son calamiteux mandat de président de la République, et qui s'appelle Sincerité Diabolicum, un truc comme ça. C'est maudite soit la sincérité, et que je trouvais un joli point de départ. Le regarder avec la musique. Confiance, famille, morale, étape, leur vie. Flamme, désintérêt, société, c'est un moral, mais qui n'a mis. Ah, Paul, vous êtes là?
retrouve le... Voilà, c'est toujours cet élément qui revient un peu après. Donc voilà, on a fait un peu le tour pour tout ce qui était les thèmes qu'on pouvait vous montrer de Paul Deschanel. De Paul Deschanel et ses variations. Et donc il faut aller dans le contre, l'opposé, l'antagoniste. Oui, alors Clémenceau. Clémenceau, l'idée de départ, finalement, il y avait deux Clémenceau. Il y a quand même le Clémenceau qui est triste. Tu sais, quand il regarde sa statue, finalement, on voulait lui donner. Parce que déjà dans son personnage et dans le jeu, il est assez finalement cabot un peu d'une certaine façon. Il fallait lui donner une profondeur à sa façon et ça d'ailleurs jouer le contraste, d'avoir une musique très premier degré triste, participer aussi à la comédie. Et finalement le thème de Clémenceau est parti du thème que j'ai fait quand il regarde la statue, qui est ça. Ça, pour le coup, c'est un vrai événement. Georges Clémenceau a vraiment inauguré sa propre statue et on trouvait que c'était une belle exposition de son rapport à la postérité. Donc là, il est triste. Ça c'est le thème. Et ça, finalement, c'est exposé à plusieurs moments quand il est avec les chèvres là aussi en quatuor. Voilà, c'est exposé, c'est un peu son thème triste, et c'est exposé de façon un peu plus, comment dire. Quand tu disais la machine repart, c'est parce qu'il a un côté, il y va toujours, donc il fallait finalement... Oui, un côté un peu plus truculent, un peu plus... Voilà, il bouge un peu plus à ce moment-là. Ouais, il retrouve un peu de dynamisme. C'est ça, et de dynamisme. Et rien de mieux que les pompes pour faire ça. Voilà, ça c'est un peu un élément en fait qui fait partie de le côté Clémenceau en action. Et finalement, dans la séquence qu'on va voir, j'ai mélangé donc ce côté donc c'est cette rythmique. Voilà, un peu justement avec des mesures un peu composées comme ça, et avec le thème. Voilà, et en fait finalement on retrouve ce thème qui était ici exposé en mineur, mais là en majeur avec le... Bon, je ne peux pas tout jouer parce que c'est un peu compliqué, mais en gros voilà, avec des cartes comme ça. Et mais on peut l'écouter justement, peut-être on va directement la version musicale. Ouais, mais on n'entend pas grand-chose. Qu'est-ce que je vous disais, Milran, il est mûr. Le devoir, Milo. Le devoir. Il semble si attaché au bonheur des dames. Le Kouglof sauce au Deschanel pour vous, mesdames. Imprimé. Oh, celui-ci, on n'a pas fini de rire, vu qu'il est immortel. Dieu merci, il est immortel. Mais oui, bien sûr. On pourra la passer aussi dans l'Aurore et le petit journal, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Quoi d'autre? Encore mieux. La photo officielle. Avec la moustache de travers, s'il vous plaît. Et une gueule d'enterrement. On dirait l'affiche d'un film d'épouvante. Les photos sont arrivées aujourd'hui dans les 36 000 communes de France. Il est prodigieux. Il laisse à personne d'autre le soin d'être son pire ennemi. Il me désarme. Si, il y a d'autres thèmes encore. Donc il y a le thème du Véronal. Bon, alors le thème de Véronal, c'est... Donc ce médicament qu'il prend pour ses nerfs un peu, mais qui lui joue sacrément des tours en fait. Voilà, on n'a pas d'exemple avec la vidéo, mais en gros c'est une sorte de... En fait c'est des polytonalités comme ça, avec des harmonies un petit peu bizarres.
un peu dans l'esthétique. Bon là, c'est pas vraiment Webern parce que ça reste plus tonal, mais de ce que je faisais écouter tout à l'heure. Donc ça, en regardant le film, vous pouvez faire attention. Dès qu'il prend du vironal, il y a des choses très bizarres avec des accordéons dans les aigus et tout. Voilà. Et il y a alors si vous regardez aussi le film, il y a quand même il y a tout un aspect de l'histoire où il y a le père de Paul Deschanel qui hante un petit peu l'esprit de Paul Deschanel. Et rien de mieux que s'amuser à faire une petite référence à Don Giovanni là-dessus, parce que en fait, dans le rêve, alors je ne sais pas si les gens l'entendent, mais alors elle est clairement exposée. Hein, donc c'est la marche de Don Giovanni, quoi, de Mozart, mais avec justement ce côté un peu véronal et complètement barré dans les instruments. Mais et c'était assez drôle en fait de faire ça. Donc si vous regardez le film, vous verrez, vous entendrez le Mozart derrière. Voilà une petite référence. Mathieu Landry rencontre Mozart. Mais non, mais je trouvais ça drôle finalement de faire l'allusion, parce que c'est quand même clairement le fantôme du père dans l'escalier. Là, voilà, on est dans Don Juan, quoi. Donc voilà. Oui, psychologiquement, c'était quelque chose qu'on voulait pour le personnage de Paul Deschanel, puisque son père avait aussi été candidat à la présidence de la République, mais avait échoué. Et lui avait réussi à être président de la République alors qu'il ne le voulait pas tant que ça, puisque lui il pensait que c'était les gens qui devaient gouverner. Et donc le fait de dépasser le père, ça lui provoquait des problèmes psychologiques. Bon, ça, et puis tout le reste. Hein. Même si le film ne parle pas de ça, il y a quelque chose sur la maladie mentale, sur ce personnage-là. Et le poids de ce père... qui n'avait pas l'air d'être un grand comique non plus. Donc on sent le poids de tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Mathieu et Jean-Marc. Mais est-ce que ici vous avez des questions? Non. Le public, je vois du oui comme ça, qui hoche la tête. Je vois du oui. Il y a un micro qui arrive jusqu'à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Sophia Leboeuf, étudiante l'INASUP en master production audiovisuelle. Donc déjà merci beaucoup pour cette présentation, parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux toute la partie musicale, que c'est vrai qu'on n'étudie pas beaucoup en production et que je trouve dommage, parce que c'est un élément très important dans les films. Et vous l'exposez tellement bien que j'ai tellement compris tellement d'autres choses sur le film que maintenant ça me donne une autre couleur au film en fait. Et en fait ma petite question c'était à un moment vous avez parlé de l'enregistrement, et en fait vous avez utilisé un mot que je ne connais pas, et vous avez parlé de clic. Vous arrivez à faire au clic. Et en fait, je me demande comment a eu lieu cet enregistrement. Enfin, est-ce que les musiciens avaient un retour image de ce qui se passait, ou comment se passe ce genre de choses? Merci. Alors, au clic, Mathieu. Au clic. Le clic, c'est le métronome. C'est-à-dire que comme tout est déjà calé, en tout cas le montage image généralement est calé, nous, quand on compose la musique, il y a quand même des événements qui tombent à des endroits clés. Alors quand on est tout seul au piano comme ça, j'ai envie de vous dire, si je vais dans un studio demain avec un piano et qu'on me met l'image, je pourrais me débrouiller tout seul. Mais quand il s'agit d'enregistrer plusieurs musiciens en même temps, eux ils ne savent pas. Déjà ils découvrent la plupart du temps les partitions sur le jour même, ils connaissent pas le film, ils débarquent. Donc il faut un minimum, il faut que donc tout soit précis, noté, et donc toutes les notes sont notées, et finalement on met un casque aux musiciens dans les oreilles avec un métronome pour qu'ils jouent déjà ensemble, mais au-delà de ça, c'est surtout que la temporalité soit la bonne, pour que les morceaux arrivent. Enfin voilà. Alors après, sur ce film et sur d'autres, moi je m'arrange pour faire des clics, ce qu'on appelle des clics, c'est d'essayer de faire parfois sans forcément, disons, justement pas forcément de mettre de clic, mais d'essayer de jouer en regardant l'image et d'essayer de retomber sur nos pattes à des moments. Ça se fait aussi, mais le standard, en tout cas en musique de film maintenant, c'est d'enregistrer avec un métronome pour que les choses soient calées. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une madame derrière. Ouais. Oui, bonjour. Angelique Schuller, productrice, et j'ai travaillé aussi à la SACEM très longtemps, donc je connais très bien cette problématique entre la musique et le film. Et formidable, on a appris beaucoup de choses, c'est vraiment très intéressant. Et j'avais aussi une question par rapport à l'enregistrement, parce que vous disiez qu'on a l'habitude maintenant d'enregistrer les musiciens l'un après l'autre. Donc vous n'utilisez pas des orchestres complets au live, ou
Alors, bon, là, c'est une musique chambrée, ce que vous avez dit, donc quelques instruments seulement, mais on entend quand même beaucoup on entend les violons, le clarinette. Oui, tout ça, violon, clarinette, comme les ça. grands orchestres, quoi. Je sais pas. Alors là, c'est. Voilà. Alors moi, j'ai l'habitude de composer pour orchestre généralement, donc effectivement, quand on enregistre pour orchestre, tout le monde enregistre en même temps, mais disons que dans des habitudes de production, je sais pas comment. Enfin, c'est-à-dire que parfois on va faire ce qu'on appelle des stems, c'est-à-dire qu'on va séparer les cordes des bois, on va enregistrer les pianos à part, et on se retrouve comme ça sur des productions où on a beaucoup de jours d'enregistrement pour plein de choses différentes, et pour la simple et bonne raison que d'une part ça permet de pouvoir monter derrière. C'est-à-dire que quand on enregistre tout le monde ensemble, il faut que tout le monde soit très bon et que ça sonne tout de suite très bien. Donc le fait de séparer permet de monter plus précisément et de mixer aussi différemment. Mais dans le cas de, moi, mon style d'écriture qui est essentiellement orchestral, ou là justement plutôt musique de chambre, les équilibres et la façon d'écrire restent. Pour moi, j'écris pour l'orchestre ou pour ça, donc finalement on n'est pas obligé de mixer par la suite, on peut enregistrer tout le monde ensemble. J'ai insisté là-dessus, c'est vrai, sur le fait d'enregistrer ensemble, puisque finalement là on enregistrait à l'auditorium de la scène musicale, et on aurait très bien pu faire, par exemple, parce qu'il y a de l'accordéon, de la clarinette, de la harpe, du piano, le quatuor, la contrebasse. J'ai aussi il y avait du hautbois aussi, on n'a pas entendu, mais hautbois. Donc finalement j'aurais très bien pu enregistrer instrument par instrument, enfin dire voilà, pour se laisser de la latitude, mais non, l'idée c'était d'enregistrer tout le monde en même temps, quoi. Et en plus ça fait des beaux souvenirs parce que c'est vrai, c'était sympa. Oui, il y avait une vraie énergie collective. Moi, je ne connaissais pas les enregistrements, donc j'ai découvert ça. C'était génial. Il y a un making-of d'ailleurs que vous pouvez trouver. Je sais pas où d'ailleurs, sur internet, vous tapez making of musique. C'est en France, ouais. On enregistrait à la scène musicale, à l'auditorium. Et on a fait tout un making of avec différents morceaux, comme ça vous nous verrez jouer les enregistrements. Vous pouvez regarder. D'autres questions ? Il y aurait encore une question. Soyez courageux, courageuse, voilà. Pardon, oulala, c'est difficile. Hein. Merci beaucoup pour cette masterclass. J'ai raté malheureusement le début. J'ai vu votre film il y a quelques mois et figurez-vous que c'était tard. Et la musique m'a permis de rester éveillée pour le coup. Et le film était très très chouette. Ça n'enlève pas la qualité du film. Moi j'ai une question sur la collaboration en fait, entre un compositeur et un réalisateur. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on envisage en fait, de manière plus long terme, c'est-à-dire on voit des duos aussi qui se créent souvent entre réalisateurs qui fonctionnent avec leurs compositeurs et ils aiment beaucoup travailler ensemble. Est-ce que vous, c'est peut-être quelque chose auquel vous avez déjà pensé pour plus tard ou ça se discutera un jour? Non, j'ai plus du tout envie de travailler avec Jean-Marc. Ça s'entend, c'était quand même terrible. Je veux dire, c'était compliqué quand même. Hein. Là, ce film, c'était tendu. Souffrance intégrale. Vous avez senti cette masterclass tendue quand même. Là, c'était... non, mais oui, ça va, en fait, ça va de soi, disons, quand on... Je pense, mais c'est pas que la relation compositeur-réalisateur, c'est-à-dire quand on trouve quelqu'un avec qui on s'entend bien dans le travail, on a envie de réitérer ça, et puis je crois que, en tout cas... Pour ma part, c'était c'est complètement réciproque. Vous imaginez la chance que j'ai eue, c'est mon premier film, j'avais aucun matériel de comparaison. J'ai la chance de collaborer avec Mathieu, ça se passe d'une manière ultra fluide. On est tout le temps à l'écoute. J'ai découvert plein de choses. Travailler avec Jacques Gamblin, Christian Heck, André Dussolier, Anna Mouglalis, tout ça, c'était quand même un beau cadeau de la vie. Une très belle expérience. Bonjour. Moi, j'ai une question. Au tout début, dans vos références, vous avez fait écouter des petits morceaux de percus contemporains. J'ai pas vu le film. Donc, est-ce que c'est cette partie rythmique, un peu cette espèce de dynamique, elle est passée dans les cordes qui donnent le mouvement, ou est-ce qu'il y a quand même ces morceaux avec des percussions à un endroit? Non, alors disons que tout le rapport musique répétitive que j'ai fait écouter au début, il vient, mais on les a pas sur les images d'archives. C'est-à-dire qu'il y a ce côté cyclique et comme ça va très très vite,
c'est à ce moment-là que j'ai distillé un petit peu ce côté, disons, répétitif, mais qui reste finalement élaboré avec le quatuor, le piano. Voilà. Là, à ce moment-là, il y a ce petit virage. C'est pas aussi moderne parce que là, c'était pas vraiment des percus, mais c'est des modes de jeu, de piano préparé, choses comme ça. Là, on n'avait pas été jusque-là, mais il y a quand même cette petite touche-là. Effectivement, le début, ça reste assez classique, et je virais à certains moments sur des choses plus modernes. Sur les images d'archives et sur le Véronal aussi, où il y a des choses un peu tripées. Voilà. Oui, parce que pour le Véronal, juste pour dire, c'était un médicament qui a été prescrit à Paul Deschanel, qui était la première molécule de barbiturique uniquement soluble dans l'alcool. Ça venait des États-Unis. C'est un remède qui a été interdit 3 ans après. C'était vraiment un remède de cheval, puisqu'après il le donnait vraiment aux chevaux quand il s'était cassé une patte, et il n'a jamais remis en cause le médicament, et ça l'a poussé dans sa chute, et ça nous a permis de faire des jolies séquences, parce que ça provoque des réveils confuso-oniriques, comme appellent les spécialistes, qui s'apparentent à du somnambulisme, et donc c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il a chu. C'est pour ça qu'il a chu du train. C'est pour ça qu'un jour on l'a retrouvé à 2 minutes dans la maison de Rambouillet, en train de se baigner dans le bassin, et que les journalistes et les caricaturistes se sont emparés de ces événements pour lui faire une belle réputation. Comme ça, musicalement, c'était drôle à faire aussi. Hein. Ah ouais. Finalement, d'avoir ce petit thème comme ça un peu. Voilà. Et avec bon bref, je vais pas raconter tout le film quand même, mais la séquence effectivement quand il tombe avec le père, donc là j'ai remis le petit Don Giovanni au passage, mais avec bref, voilà, si ça vous donne envie de regarder le film. Mais avec des barbituriques, donc Don Giovanni, mais avec des barbituriques, très bien, soluble dans l'alcool, j'aime beaucoup ce truc là, ça a l'air très bien. Est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être? Allez-y, c'est votre moment. On n'a eu que des courageuses jusque-là quand même, donc est-ce qu'on pourrait avoir un courageux aussi? Donc les femmes sont meilleures. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup Mathieu et Jean-Marc.